question pour vous, c'est votre émission qui vous rend visite donc tous les samedis soirs à partir de 16 h avec un invité spécial là, qui vient répondre à vos questions, les questions que vous nous avez envoyées spécialement pour lui. Aujourd'hui, nous avons effectivement un invité pour vous, un invité très spécial, là, une personnalité que vous aurez le plaisir d'accueillir chez vous. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons vous appeler Razo? Ça facilite les commodités de conversation. D'accord. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Vous êtes un acteur immense, un comédien immense au Burkina Faso, en Afrique et dans le monde. C'est vrai que c'est comme cela qu'on vous connaît, sous la casquette de comédien, mais pas seulement. Vous êtes aussi réalisateur, vous êtes producteur. Vous êtes acteur culturel majeur au Burkina Faso. Ça dépend de mes zones d'intervention, mais c'est vrai que je porte un certain nombre de casquettes aujourd'hui. Bon, ce n'est pas étonnant, ça fait quand même 37 ans que je suis dans le monde culturel, donc j'ai eu le temps de faire beaucoup d'autres choses, de m'intéresser à beaucoup d'autres questions, de porter un regard sur d'autres sujets d'intérêt. Donc forcément, je me suis trouvé militant de beaucoup de sujets. Alors, mais avant d'aborder les questions de vos fans, j'aimerais que l'on revienne un peu sur Rasmane Ouedraogo, enfant. Je suis administrativement né au Burkina, oui, dans le Yatanga. Mais en réalité, mon père était un fonctionnaire de l'administration coloniale qui a été très tôt, dans les années 1926, affecté au Mali. Et c'était un médecin, aujourd'hui on dit, avant on disait les infirmiers des grandes endémies, qui correspondent un peu aux médecins vétos. Donc j'ai suivi, j'ai vécu avec mon père donc dans ces contrées du Mali, notamment dans la boucle du Niger. Okay. Et ensuite, je me suis retrouvé ici pour des raisons multiples, essentiellement politiques, parce que mon père s'est retrouvé un peu mêlé à un certain engagement politique qui ne correspondait pas à l'ambiance du moment. C'était sous Modibo Keïta. Et il était contraint de revenir au Burkina en Haute-Volta parce que certains de ses camarades de lutte ont été arrêtés et exécutés. Et il faut comprendre qu'à l'époque, la politique, il n'y avait pas de démocratie, c'était des partis uniques, et donc qui ne souffraient d'aucune contestation. Voilà. Et comment se passait l'ambiance à la maison? C'est extraordinaire parce que moi j'ai connu ma mère en réalité à 14 ans. Je ne savais pas que c'était ma mère, tout simplement. Parce que les enfants étaient passés de case en case et identifiés difficilement. On ne sait pas qui est sa mère. Moi, ma mère, je l'ai appelée par son prénom jusqu'à 14 ans quand j'ai su que c'était ma mère. Mais c'était sa coépouse qui était ma mère, que je n'osais pas, et même jusqu'à présent, je n'ose pas appeler par son nom. C'est un phénomène social qui, aujourd'hui, reçoit tous les anathèmes. On condamne la polygamie, mais je ne suis pas sûr que c'était une mauvaise chose. Aujourd'hui, avec le recul, moi-même, je suis monogame, mais je ne condamne pas ceux qui le font aujourd'hui. Parce que si on part seulement sur le plan statistique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire du surplus. Oui. Et c'est facile de dire qu'on est monogame et qu'on sorte entretenir d'autres relations coupables dehors. Ça, c'est pire. Autant les entretenir à l'intérieur. Moi, j'ai vécu dans ça, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas vécu un seul jour des histoires dans ma famille. Peut-être que mes parents avaient la discrétion de rentrer en chambre pour faire des histoires, mais publiquement, je n'ai jamais vu. D'accord. C'est bien noté. En tout cas, le décor est bien planté. Et l'on voit que vous avez des positions, en tout cas, bien précises sur les choses et ce qu'on aime. Je pense que c'est un devoir. C'est un devoir, d'autant plus que maintenant, nous devons transmettre des choses. C'est juste. Et il ne faut pas maquiller la vérité, il faut dire les choses
tel que ça s'est passé, c'est ça qui permet une analyse objective après pour trouver des solutions idoines. Mais quand on biaise, les solutions sont biaisées et le résultat est biaisé. Tout à fait. En tout cas, c'est de bon augure parce que là, ça nous rassure sur les questions. Et on va y aller, on ne va pas oublier le principe de l'émission. Ouais, donc, il y a des questions dans le bocal. Donc, je vais découvrir le bocal pour vous. Oui. Et vous allez choisir la première question déjà. Je peux? Oui. Donc, vous regardez, est-ce que vous allez prendre un joker ou bien vous voulez... Non. que Quel est votre repas préféré? C'est cela. Je peux? Oui, vous pouvez. Merci beaucoup. Voilà. Donc, quel est votre repas préféré, monsieur Rasmane Ouedraogo Dirazo? J'hésite hein, parce que j'aime beaucoup le riz. Okay. J'ai grandi au milieu des rizières. On dit qu'il y a des gars... Le bon, il y a des gars qui aiment le riz. Voilà. Mais pas les macaronis comme on dit. Seulement le riz. Le riz à la sauce pâte d'arachide. Okay. Ça, j'adore. Je peux le manger pendant toute l'année. D'accord. Mais ce qui suit tout de suite après, c'est le taux. D'accord. Ouais. Donc, le match est serré entre le riz et le taux. Et le taux, sauce gombo. Ah. Spécialement. Le sauce gombo qu'on tourne comme ça, là? Oui, exactement. D'accord. D'accord, super. Donc, la première question n'était pas très difficile. Non. OK. Donc, vous l'avez épuisé. On passe à la deuxième question. On peut y aller, oui. D'accord, bien. Donc, oui, vous pouvez choisir. Allez-y. Voilà. Quel est votre plus grand regret dans votre carrière? Voilà. Est-ce que vous avez des regrets et quel est le plus grand de ces regrets? Vous savez, j'étais très tôt dans le cadre... Moi, je suis resté au Burkina, principalement après l'université, parce qu'à l'époque, c'était le colonel Cézerbo, qui était président du CMRPN, avait demandé aux étudiants de faire le sacrifice et de rester, parce que notamment au niveau du ministère de la Communication et du ministère de la Culture, il n'y avait pas assez de cadres et qu'il fallait rester pour aider à construire, et notamment la culture n'occupait pas une quelconque priorité dans les préoccupations nationales, donc il fallait qu'on aide à asseoir. Et plus de 25-30 ans après, quand je regarde le chemin parcouru, je me rends compte que nous sommes toujours dans des prismes déformés de la culture. Nous n'avons pas encore convaincu de l'importance de la culture. Un ministère, certes, a été créé, mais on ne lui donne pas toute l'importance. Or, aujourd'hui, quand on parle, je prends un phénomène récent, on parle d'incivisme. L'incivisme n'est pas né au hasard. L'incivisme naît sur un terreau qui lui est fertile, mais sur un terrain culturellement pauvre. Quand on prend que notre espace culturel aujourd'hui est envahi par des produits venus d'ailleurs. Prenons les séries brésiliennes qui passent à la télé. Et telenovelas. Oui. Le père est assis, la mère est assise, l'enfant est assis, et il regarde le même film où on fait de l'amour, dans le même film où un frère peut faire la cour à la femme de son frère, où le père peut coucher avec la copine de sa fille. Et vous voyez l'impact que ça joue sur l'enfant? C'est fortement négatif. J'ai entendu l'autre jour qu'on a interdit à un chanteur de venir ici. Ça, c'est des épiphénomènes. Le problème est plus profond que ça. Je suis d'une génération aussi qui a failli. Nous avons été à la pointe de toutes les luttes dans toutes les universités africaines. Mais quand on est revenu ici, les plus gros prédateurs se trouvent parmi nous. Ça, c'est un regret pour moi. Ça, c'est votre plus grand regret? Mon plus gros regret, c'est ça. Moi, j'ai été juge TPR. J'ai condamné des gens qui ont volé 5 millions, 1 million. J'ai jugé la Misana. Mais j'ai honte aujourd'hui de ce qui se passe par rapport à ce qu'on accusait. Parce que c'est pire. Ouais.
Quand on appartient à une telle génération, on ne fait que baisser la tête. Et j'appartiens à celle-là. C'est juste. Alors, moi, je vais arrêter de vous amener sur ce terrain-là. Voilà. Parce que je vois que vous en avez vraiment gros sur le cœur. Ouais, j'ai beaucoup sur le cœur. C'est vrai. Ouais. Alors, si vous permettez, on va donc poursuivre avec les questions. On en a déjà choisi 2. Ouais. Donc, on va passer à la 3e. Voilà. D'accord. À combien estimez-vous votre fortune? Ah oui. Combien est-ce que vous avez? Parce que c'est une question qui revient. Parce que Mais elle est liée au développement que j'ai fait. Moi, je ne peux pas honnêtement juger des gens pour avoir détourné 5 francs, 10 francs et me mettre moi-même à voler. Je suis fonctionnaire, j'ai vécu de mon salaire de fonctionnaire jusqu'à aujourd'hui. Je vis avec une femme, heureusement, qui est enseignante, qui m'a viré son salaire jusqu'à là où je parle. Pendant 37 ans, elle n'a jamais été à la banque toucher 5 francs. Wow. Elle partage le même compte que moi. Ça, c'est très rare, ça. C'est rare et je le répète parce que c'est une réalité jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais mis le pied à la banque. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même. C'est sur la base de mes propres économies, des sacrifices que j'accepte de consentir. La Révolution a construit les cités. J'ai pris une maison à la cité en 3 et j'ai payé pendant 20 ans. J'ai pris une maison à la cité Tamboudo que j'ai payé pendant 15 ans. Et tout ça sortait de mon salaire mensuellement. Moi, la plus grosse fortune que j'ai, c'est l'amitié que j'ai, que les gens partagent avec moi. Quand je vais dans un service et que quelqu'un se lève, Laïb, amène ton dossier. Quand au bord de la route, les policiers me saluent, je leur rends hommage. Partout, d'ici, moi je quitte ici jusqu'à la frontière d'Abidjan, tout le monde s'arrêtera, mais moi je continuerai. Ça, cette fortune-là, on ne peut pas la mesurer. On ne peut pas la quantifier. C'est juste. Alors, nous avons échangé avec quelqu'un qui vous connaît très bien. Et cette personne nous a dit à peu près les mêmes choses, en d'autres termes, mais ça rejoint tout ce que vous venez de dire. Donc, je vous invite à suivre. Rasmani est un croyant. Il ne met pas l'argent au-dessus des gens. Il est très généreux. Ah, ça, c'est ma petite sœur. Quand il revient de voyage, par exemple, il amène une valise spéciale pour ses soeurs, une valise spéciale pour ses neveux et nièces, une valise spéciale pour sa famille. Tout le monde aura un cadeau. Il peut aussi aller à l'abattoir pour s'acheter de la viande et il en prend également pour moi. Il fera un long détour pour venir m'en donner avant de partir. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas que l'on revienne sur les mêmes choses. Il dit toujours que quand tu exprimes ton mécontentement pour ta désapprobation une fois, c'est suffisant. Elle a dit beaucoup de choses, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'étais comme ça. Quand je voyage, il n'y a pas un... Parfois, je me rends compte, c'est arrivé ici, je me rends compte que je n'ai rien acheté pour moi. Vous revenez avec des valises pleines, mais pour distribuer. Oui, chaque fois. Et tu as fait, vraiment, j'ai beaucoup voyagé. Moi, j'ai fait le monde entier. Hein. Mais chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois. C'est Dieu qui donne. On a échangé aussi avec une de vos nièces qui nous a dit que vous êtes quelqu'un de très, très pieux. Et que vous y êtes tellement attaché que vous n'arrivez pas à comprendre que les gens autour de vous ne prient pas. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est-à-dire, moi, je souffre de ça même maintenant. Et Dieu a tellement bien fait les choses pour nous que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de dévotion. Moi, j'ai toujours, je viens de faire, avant de venir, j'ai des histoires avec mes trucs de l'islam. J'ai dit, tu vois, je ne sens pas la fièvre en eux. Quelqu'un qui finit de prier et puis tout de suite il prend son portable, il allume, ça veut dire que Dieu n'était pas ta préoccupation. Il doit avoir un moment de recueillement. Mais quand on vient avant d'arriver à la mosquée, on est déjà dedans.
Et quand on finit, il y a un temps pour ressortir, parce que tellement c'est intense. Tu prends le cas, tout simplement, c'est comme ton père. Ton père t'appelle, mais tu es devant lui. Est-ce que tu es en train de tourner la tête? Mais à la mosquée ici, c'est... Les gars, même quand ils partent prier, vendredi, tu as l'impression qu'il est surpris par le vendredi là. Il vient s'arrêter tout sale. Non, moi j'ai des gens comme ça, je ne prie même pas à côté de moi. Moi je suis capable de prendre mon tapis parce que tu as eu le temps, tu sais que c'est vendredi, prépare-toi, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Et tu viens t'arrêter avec des pantalons bourrés d'huile, tu me salis en plus. Moi je vais être propre pour parler avec Dieu. Pour parler avec Dieu. D'accord. Non. Ok. Alors, donc on y va pour la 4e question. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans une relation amoureuse? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Bon, la question, elle est ambiguë. À mon âge, je ne parle plus de relation amoureuse. J'allais dire avec ma femme, nous sommes devenus des compagnons de route, des amis, des frères et sœurs. Je l'aime. D'accord. Parce que ça fait... on s'est mariés en 80 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas une seule fois, l'un ou l'autre a levé la voix. Waouh. Non. Ah, Dieu peut m'être témoin. Et généralement, moi, je pars du principe que comme je suis le plus en contact avec l'extérieur, s'il y a faute, ça viendra de moi toujours. J'avance toujours avec ça. S'il y a quelque chose, le fautif doit être moi. Donc, je prends le temps de réexaminer tout ce que j'ai fait pour voir est-ce que c'est vraiment pas moi le fautif. Parce que je sais qu'elle n'est pas portée à la virulence de propos. Mais quand elle a un propos mal placé, généralement, moi, je reconnais que ça doit venir de vous. Donc, je me prépare en même temps à taper les coups de sol. Pour que, voilà, oui, parce que mieux vaut arranger les choses. On est condamné à vivre ensemble. Il ne faut pas entretenir des relations conflictuelles. Alors, nous avons envie de vous faire plaisir. Et j'aimerais savoir quel est le clip vidéo qui vous plaît le plus actuellement. Comment il s'appelle le jeune là qui chante Mamoré actuellement? Floby. D'accord. Il y a le jeune Peul là. Dico Fils. D'accord. Ça, aujourd'hui, ces gens-là, vraiment, ils me font grandement plaisir. Parce que ils ont utilisé la langue nationale, ils l'ont valorisée, ils ont su créer un rythme avec, où ils ont plutôt utilisé le rythme de la langue pour en faire une musique. Ça, c'est de la recherche. Mais maintenant, je vous laisse maintenant m'offrir ce qui vous plaira. D'accord. Alors, donc, on vous offre un clip vidéo qui vous fera sans doute plaisir. Merci. Parce que ça défend la culture burkinabé. Merci beaucoup. Oui. Maestro faisait des stars. Arrive le gourou et TK Production.
Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Bah, beaucoup, énormément, oui. D'accord. Donc, nous allons aller dans le bocal pour terminer avec la série de questions, la 5e question. Voilà, donc vous pouvez choisir. Le fait d'être dans des rôles qui amusent parfois les cinéphiles n'a-t-il pas d'influence sur votre vie au quotidien, en général comme en famille? Et on revient sur... vous savez, pendant longtemps, il a été véhiculé dans nos sociétés ici une mauvaise image de celui qui fait le cinéma. J'avoue que même nous, enfants, quand on partait au cinéma, au retour, on était battus parce que c'était l'endroit des voyous. Donc, depuis cette époque, au niveau de la mentalité de nos gens, le cinéma, c'est du domaine un peu du dévoyé. Et puis, le cinéma est devenu un métier. Mais nous-mêmes, acteurs du cinéma, je dis acteurs, tous ceux qui sont dans ce monde-là, nous avons continué à entretenir une fausse image du cinéaste et de l'acteur. Juste une anecdote, j'étais président du conseil d'administration du FESPACO et lors d'une assemblée générale des établissements publics, il y a un ministre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué ce jour, en plaisantant, il m'a dit « Ah, j'ai un enfant chez moi, là, il fait rire, hein. Il faudra tu ne vas pas le prendre ?» J'ai dit « C'est vous qui tuez la culture. Ah, parce que tu crois que ton fils est pitre à la maison, nous, on est des pitres aussi pour l'encadrer. » Il a été mal inspiré. Hein? Il est très mal inspiré. Et je ne l'ai pas raté devant le Premier ministre. Il a dit ce que je pense. Voilà comment, justement, la culture ne peut pas avancer. Quand des ministres même ont cette réflexion. Est-ce que moi je me lève aujourd'hui pour dire parce que je peux soigner une plaie, je suis médecin? Pas du tout. Donc, il y a cette vision qu'il faut corriger. Et savoir que ce n'est pas parce que j'ai joué dans un film que dans la rue, il faut se comporter comme si j'étais un clown. Moi, je ne suis pas un clown. J'ai exercé un métier, j'ai fait... C'est un rôle, quand je finis, c'est fini. Quand je quitte le plateau, je deviens autre chose. C'est pour cela, entre ma famille et le plateau, c'est un mur, c'est la muraille de Chine. Pendant longtemps, j'ai demandé, est-ce que même au niveau des réalisateurs, il faut qu'on progresse un peu ensemble? Pourquoi enfermer aussi un comédien dans un seul registre? C'est peut-être tout ça qui fait croire qu'il ne sait faire que ça. Il faut séparer les choses. Le plateau, c'est le plateau. Ma vie, c'est comme vous avez tantôt évoqué ma vie religieuse. Quand j'ai fini le plateau, soit je suis dans mes prières, ou bien je m'occupe de mes enfants ou de mes petits-enfants. Okay. Il faut pas... On ne peut pas quitter le plateau et sauter dans ma cour que parce que c'est raso et il faut faire rire. Ben, ça ne marche pas ainsi. D'accord, ça a le mérite d'être clair. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'impact sur votre vie privée. Non. Voilà. Donc 26 minutes, c'est très vite passé. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre de vous. Vous êtes une bibliothèque vivante. Mais on tire vers la fin. Ouais. Alors, c'est encore votre sœur que nous avons un peu dérangée. Oui. Voilà, qui a un message pour vous. Je demande à Dieu de bénir tes enfants, afin qu'ils soient encore meilleurs que toi, et qu'ainsi tu récoltes les mérites de tous tes bienfaits, à l'endroit de tous ceux qui te connaissent. Bon, vraiment, c'est me connaître. Tu sais, moi, j'ai commencé en 80 avec la prise en charge de 6 personnes, mon premier salaire. Waouh! Et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Ouais. J'ai entre 5-6 personnes au pays des scolarités. Toujours. Beaucoup sont devenus, oh là là, en pagaille. Mais c'est vrai que, bon, les hommes aussi sont parfois ce qu'ils sont. Il y en a qui sont reconnaissants, il y en a pas. Voilà. Oui.
C'est cela. Et c'est derrière ça, sûrement, elle parle. Parce que ça, elle est un peu déçue de ça. Quoi. Mais j'en ai trimballé. Ah oui, depuis 80. Oui. Minimum 5-6 personnes. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir. Je vous assure que j'ai pris énormément de plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est dommage que 26 minutes passent si vite. Ouais. C'était donc votre émission 5 questions pour vous. Merci à toutes et à tous. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez reçus chez vous. Aujourd'hui, notre invité, c'était l'immense Razo. Je sais que vous avez pris du plaisir à l'écouter. On se dit donc bye bye à la semaine prochaine. Et sachez donc, comme il nous l'a montré, que l'accumulation de biens matériels ne conduit pas toujours au bonheur. Je vous souhaite plein de bonheur. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.